Salut à vous mes gueuses et mes gueux, c'est le clochard magique Toine Holabak en direct de Tokyo pour changer. Pour une vidéo qui va faire plus de 300 vues, je l'espère. Oui, vous voyez à quel point est-ce que mes objectifs sont hauts par rapport au contenu vidéo que je fais. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je vis à Tokyo et je ne parle toujours pas japonais. En tout cas, pas bien du tout. Oui, il était temps de l'avouer, je suis une fraude. Mais voyons les choses du côté positif, c'est que je suis la preuve qu'on peut vivre au Japon sans forcément parler japonais. Comment faire? Enfin, pas comment faire pour ne pas parler le japonais évidemment, mais comment faire pour vivre au Japon sans forcément bien parler le japonais. Comment est-ce qu'on peut se faire des amis? Comment est-ce qu'on peut socialiser? Comment évoluer tous les jours alors qu'on ne peut quasiment rien lire? Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des conseils afin que vous ne fassiez pas la même chose que moi. Enfin, vous êtes grand, vous faites votre propre avis, vous faites ce que vous voulez. Et je vous dis tout après le générique. Bon retour parmi nous, ou plutôt parmi moi, vu que je suis tout seul. Enfin, je sais pas comment on dit dans ce genre de cas, pour moi, tout seul. Dites-le moi dans les commentaires. Bref, commençons par le début. Comment est-ce que j'ai appris le japonais? Attends, excusez-moi. Ou plutôt, comment est-ce que j'ai essayé d'apprendre le japonais? En 2011, je m'étais inscrit dans une école dans le quartier de Takadanobaba à Tokyo, quartier célèbre car c'est le théâtre des événements de Astro, le petit robot de Osamu Tezuka. C'est pour ça que quand t'arrives à la gare, t'as la petite musique d'Astro. Et par ailleurs, Tezuka avait une maison dans le quartier si je ne m'abuse. Je m'inscris à une école du nom de ISI Language School, ISI pour les non-anglophones, et c'est une école qui est devenue par ailleurs une énorme machine de guerre avec des campus dans différents grands quartiers de Tokyo, comme à Ikebukuro et Shibuya. Mais à mon époque, j'étais dans la toute première école à Takadanobaba qui n'avait que 5 classes. Donc à tout casser, il devait y avoir 50 élèves. Et il y avait même des chiottes turques. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. D'ailleurs, des fois, je repasse du côté de cette école qui est maintenant devenue une école d'infirmiers pour des personnes venant du Vietnam. Voilà, donc si vous pensez que j'y vais aussi parce que je suis vietnamien, non, vous vous trompez énormément. Bande de racistes. Peux-tu seulement le comprendre? Avant d'aller dans cette école en 2011, mon niveau de japonais était vraiment du zéro absolu. Je connaissais certes certains hiragana et katakana grâce aux animés et aux mangas, et au moment où j'ai commencé mes études là-bas, j'avais également commencé à faire des conversations... Putain, mais ça m'énerve dans ce quartier avec les gens avec leurs grosses voitures, arrêtez de faire du bruit quoi, merde. Et durant ces années-là, en plus d'aller à l'école de langue, je m'étais inscrit à un site du nom de conversationexchange.com. C'est une plateforme sur laquelle tu peux, comme son nom l'indique, faire des échanges de conversations dans ta langue natale ou une autre en demandant à recevoir en échange des conversations en japonais. Donc c'est cool, c'est un moyen de rencontrer des gens et également c'est gratuit, ça coûte rien, voilà. Et je ne vous cache pas que mes premières intentions en utilisant ce site n'étaient pas des plus pures, vu que je voulais trouver des filles qui voulaient des cours de langue, littéralement. Regarde maman, un psychopathe. Vous m'avez compris, blague très beauf, je n'ai pas honte, quoique un petit peu. Mais en tout cas, je me suis fait énormément d'amis, aussi bien garçons que filles, via ce site, c'était vraiment hyper bien. Et j'avais également rencontré par le biais de ce site une femme mariée dont j'étais devenu l'amant. Voilà, mais ce sera une autre histoire que je partagerai avec vous en vidéo, un de ces 4, où je parlerai de mes histoires d'adultère au Japon. Voilà. Enfin, pas maintenant, hein, je suis marié, je suis heureux en ménage, mais du temps où je n'étais pas marié et j'étais tout seul. Enfin bref! Vous êtes trop indiscret là. Arrêtez de me juger avec vos regards. Tu n'as pas le droit de m'être fidèle. En tout cas, pour être honnête avec vous, vu que nous en sommes aux confessions, la langue japonaise ne m'a jamais plus intéressé que cela. Oui, j'avoue, je n'ai pas d'intérêt particulier ni d'attirance pour la langue japonaise, parce que la langue que j'aime le plus à la base, c'est le français, mais aussi et surtout l'anglais à cause du rap. Voilà, je suis un très très grand aficionado de rap américain, et mon intérêt pour les animés, le manga, le Japon, ça n'est jamais arrivé à la cheville de mon intérêt pour le rap. Voilà, car pour rappel, je suis noir. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais en tout cas, j'assume, j'ai vraiment ce côté qui est très hip-hop en moi, et voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est black music de façon générale. De ce fait, mon apprentissage du japonais commençait déjà très très mal à l'époque. Cette école de langue m'avait permis d'avoir des bases, plutôt solides j'avoue, mais qui se sont rapidement envolées au vent, car j'avais dû partir assez rapidement pour me retrouver au chevet de ma maman. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, malheureusement ma mère durant cette période avait un cancer, et finalement elle en est morte. Voilà.
J'ai donc dû retourner en Suisse, et de ce fait, le Japon était très loin de mes pensées et de mes préoccupations. La vraie vie, tout ça. Et par la suite, grand fast-forward, je repars à plusieurs reprises au Japon, au bas mot plus de 2 fois par année, mais en faisant des sauts de puce. C'est-à-dire que je rentre dans mon pays natal en Suisse, après je vais au Japon, après je vais au Canada, après je vais aux États-Unis, après je retourne en Suisse, après je vais en France, je vais en Italie, je vais au Japon. Bref, les vacances, le plaisir, tout ça, je voyage énormément. Et forcément, quand tu vis de façon globale, tu penses global, et la solution de facilité et de commodité dans ce sens-là, c'est l'anglais. Et du coup, ça m'arrangeait bien vu que je suis bilingue. De fait, tous mes amis japonais à cette époque, de 2009 à 2014, parlaient tous anglais, ou en tout cas un tout petit peu. Et parmi eux, beaucoup me disaient, la raison pour laquelle est-ce que j'apprends l'anglais, c'est afin de communiquer avec toi. Et je m'étais dit à ce moment-là, mais c'est à moi de faire un effort pour le japonais. C'est moi le visiteur, c'est moi l'étranger, je ne suis pas chez moi. Du coup, j'avais pris la résolution d'apprendre le japonais à ce moment-là. Dans les bars. Oui, vous avez bien entendu, dans les bars. Et c'est justement dès 2014 que je rentre dans le dur. Car peut-être que vous l'avez déjà remarqué si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup socialiser, j'aime beaucoup faire la bringue, j'aime beaucoup boire. Du coup, j'étais passé d'une cadence de sortie 3 à 4 fois par semaine à tout simplement tous les soirs. Mais quand je vous dis sortir, c'est la picole della noche bon boulet party quoi. C'est quoi la chanson de Francky Vincent là? Ah non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, oui, c'était beaucoup d'excès. Tous les soirs. Du coup, le Tokyo by Night, je l'ai plutôt bien écumé. Voilà. Tous les soirs, j'étais dehors, à rencontrer de nouvelles personnes, à m'amuser, à tomber amoureux. Et bien que cette époque était très mauvaise pour ma santé, faut pas se le cacher parce que l'alcool, le manque de sommeil, ça fait pas bon ménage du tout, ça m'a permis de me faire énormément d'amis. Et en m'enfonçant toujours plus dans le Tokyo profond, on arrive forcément dans les profondeurs abyssales à un moment donné, profondeurs dans lesquelles on tombe sur des gens avec des profils assez particuliers, dont notamment des Japonais qui ne parlent pas d'autre langue que le japonais. Et qui aussi très souvent n'ont même jamais parlé avec un étranger. Et pour beaucoup de ces personnes-là, j'étais devenu leur premier contact vers l'extérieur. Et certains m'avaient même dit « Toine, tu es mon tout premier ami étranger ». Je sais que ça sonne un petit peu bizarre. On vit pas au Moyen-Âge, on a Internet, on a la télé. Et Tokyo, c'est pas la plus petite ville au monde. Mais derrière ces aspects de grandes villes et de métropoles, Tokyo a son lot de petits villages irréductibles qui ne sont pas du tout ouverts vers l'extérieur. Et par là, je ne parle pas seulement vis-à-vis des étrangers, mais également vis-à-vis des Japonais, qui représentent une tranche de la population un petit peu plus classique et dans le rang. Et la chance que j'avais eue à cette période, c'était d'être introduit et accepté dans des cercles avec des personnes au profil très atypique, car libres d'esprit d'une certaine façon. Et ce détail a son importance car malgré la différence de langage, pour rappel, ils ne parlaient pas du tout anglais, et mon japonais était complètement à chier, nous sommes tout de même parvenus à nous lier d'amitié. Oui. Bien que j'apprenais certains mots de vocabulaire et certaines formes de grammaire au vol, la communication orale restait très limitée évidemment. Mais c'est en s'ouvrant les uns envers les autres qu'on a trouvé un équilibre et un certain terrain de compréhension. Et c'est là le point le plus important de cette vidéo peut-être, la communication n'est pas chorale. Tout n'est pas qu'à propos de la langue. Il y a des valeurs, des styles de vie alternatifs qu'on apprend à apprécier et à connaître, et ce sont des choses qui peuvent mener à des chahuts, à des bonnes soirées, à des ambiances positives et à de bons moments. Et c'est là qu'une autre forme de communication rentre également en place, c'est une communication implicite. Et en fait, j'ai surtout appris le japonais implicite, ou peut-être certains codes sociaux, avant de vraiment commencer à parler le japonais de bar. Alors ce japonais de bar, comment est-ce que je peux le décrire? Évidemment, c'est très casuel, c'est pas du tout formel, parce que pour rappel, dans le japonais, on a ce qu'on appelle le keigo, à savoir le langage poli qu'on utilise souvent avec des personnes qui sont nos aînés dans le cadre du travail, du business, bref, afin d'être extrêmement poli avec quelqu'un. Moi, c'est quelque chose, laissez tomber, je suis incapable de dire un seul mot de keigo. Et c'est d'ailleurs une chose qui m'aura valu certaines remarques venant du directeur d'un grand groupe de marketing qui voulait m'engager à l'époque. Donc le sieur, Big Boss, qui a son bureau à Tokyo, compagnie internationale, m'invite à manger, il me fait du pied, enfin en tout cas il veut vraiment que je bosse pour sa boîte quoi. Jusqu'au moment où il me fait la remarque, Toine, ton japonais est extrêmement impoli. Comme je vous le disais, le keigo je connais pas, donc rajouter au-delà de ça les approximations grammaticales et les erreurs de langue, imaginez le mélange. Du coup il m'a au final dit, reviens quand ton japonais sera plus poli. J'irai pas jusqu'à dire qu'il avait pas voulu de moi parce que j'étais trop impoli, mais cela prouve évidemment que le japonais de bar a ses limites, notamment dans le cadre du travail. Par contre,
Et c'est là le plus important, il a une vraie valeur en tant que lien social. Pas d'hierarchie, pas de barrière, et c'est là sa vraie force. Par contre, le japonais de bar, il a aussi ses désavantages. Petite anecdote qui m'était arrivée dans le bar d'une amie, où on commençait vraiment tous à chahuter entre personnes du Golden Guy, donc la communauté, et mon ami venait de sortir un album, un CD comme on dit, et j'avais dit que je voulais l'acheter. Du coup, on est bourré, et moi je lui dis en japonais « Ah, j'aimerais acheter ton CD ». En gros, Anatano Shidi Okaitai. Ça veut dire, je veux acheter ton CD, vous avez compris. Et là, je sais pas pourquoi, il y a tout le monde qui s'arrête et qui me regarde et qui me fait « Mec, tu peux pas dire ça ». Puis moi, je fais « Comment ça ?» Et il y avait le mari de ma pote qui était en train de bosser dans le bar, qui commence à me faire des gros doigts d'honneur comme ça. Et moi, je vous avoue, je comprends pas du tout ce qui se passe. Donc les gens, ils sont bourrés, je sens qu'il y a vraiment une espèce de tension et un malaise qui s'est posé dans le bar. Et moi, je me dis « Bon, je me casse ». Et en fait, j'ai découvert par la suite que dans ce brouhaha, et évidemment, vu que je parle ce japonais de bar et que ma prononciation, c'est un peu à l'arrache et c'est approximatif, bah les gens, en fait, avaient entendu « Anatano Oshiri o Kaitai ». En gros, je veux faire des trucs avec ton cul. Oshiri étant le cul. Alors que moi, j'avais dit « Sidi ». Mais bon, voilà. Donc finalement, ça a créé un espèce de quiproquo et de mal-être. Et le truc qui était un petit peu bizarre, c'est que du coup, quelqu'un était retourné dans le bar afin de pouvoir un petit peu savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est là qu'on comprend en fait le quiproquo énorme avec ce problème de prononciation, ce problème de langage et peut-être aussi ce problème de grammaire, hein, je ne sais pas vraiment. Et le truc qui m'a un petit peu fait chier, c'est que ma pote qui bossait dans son bar, elle a fait la remarque, oui mais bon, tu vois, au Japon, on peut pas se permettre de faire ce genre de remarques non plus. Dans quel pays au monde on peut se permettre de faire des remarques sur je vais te prendre le cul ou je vais t'acheter le cul quoi. Bref, fin de la parenthèse. En tout cas, le fait d'être désinhibé grâce à l'alcool, bah c'est pas seulement l'amour d'être ivre, quoique c'est quand même quelque chose de très important, mais c'est surtout que ça m'envoie à des atmosphères dans lesquelles je me suis amusé avec des gens que j'aime et des rencontres qu'on fait jusqu'au petit matin, voire jusqu'au lendemain très tard. Alors évidemment, mon but c'est pas de vous convaincre des bienfaits de l'alcool et du japonais de bar, loin de là même, mais c'est quelque chose qui m'a permis de comprendre qu'on peut avoir cette image en tant qu'étranger vis-à-vis des Japonais, les considérer comme fermés, surtout certaines catégories et certaines communautés, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne suis pas japonais, je ne parle pas bien le japonais, du coup on pourrait se dire de prime abord que c'est impossible pour moi de vraiment faire connaissance avec des locaux qui n'ont pas un profil international. Eh bien figurez-vous que dans la communication au Japon, il y a beaucoup plus de place qui est donnée à l'implicite que chez nous, et c'est là où je reprends justement ce que j'avais mentionné un petit peu avant. On dit en japonais Kuki o yomu, c'est-à-dire lire l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus remarqué à force de vivre ici et d'avoir des amis ou de la famille de l'étranger qui vient me rendre visite au Japon. Je me rends compte que cette dimension est très souvent totalement absente de mes amis et de ma famille. Alors c'est pas un reproche que je fais parce que évidemment on grandit dans des environnements qui sont différents, on a donc des codes et des sensibilités qui sont différentes, surtout que chez nous, dans notre culture occidentale, on est beaucoup plus frontal, on a beaucoup plus tendance à se dire les choses face à face, alors que ce n'est pas du tout le cas au Japon. Il y a une véritable culture de la pudeur, d'un voile qu'on met devant son visage afin de ne pas se confronter directement aux gens. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de savoir lire l'atmosphère. Ce sont des codes sociaux qui nous permettent de bien nous comporter et de nous adapter. Le fait amusant, c'est que j'ai rencontré énormément d'expatriés ici, qui parlent aussi très souvent beaucoup mieux japonais que moi, mais qui n'ont pas autant d'amis japonais que moi, qui n'ont pas autant de liens avec des communautés locales et même certains milieux japonais. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait mis la puce à l'oreille, parce que je me suis demandé, mais pourquoi? Parce que moi, mes compétences en termes de communication, elles sont pas géniales. Et pourtant, j'ai l'impression d'être mieux intégré des fois. Certes, apprendre une langue quand on s'expatrie, c'est pas facile, mais je trouve que ce n'est pas le plus difficile. S'il suffisait de bien parler une langue afin de combler un écart culturel, la vie serait bien trop simple. Et c'est assez amusant que par accident, je sois parvenu à m'accommoder de codes sociaux ici qui ont permis mon intégration. Moins évident, moins frontal, plus subtil et plus en filigrane. Et je pense que ça c'est aussi dû à mon éducation parce que j'ai eu une éducation vietnamienne et il y a énormément de choses qu'on a en commun avec les Japonais je trouve. Il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on n'exprime pas et qui nous forcent à apprendre à lire l'atmosphère et à lire les gens. Du coup je me suis pas senti spécialement dépaysé quand j'ai débarqué au Japon et que j'ai rencontré des gens. Et le fait qui est amusant, c'est que mon plus grand écart culturel au Japon, j'ai découvert très récemment que c'était pas du tout avec les Japonais, mais avec une autre communauté. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à deviner de quelle communauté est-ce que je parle. Mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Et même si je vous parle de tout ça, attention, je ne suis pas un exemple à suivre, en aucun cas.
Même si je n'ai aucun regret par rapport à ma non-maîtrise du japonais. Alors oui, je n'ai aucun regret par rapport à ma non-maîtrise du japonais, car ça m'aura permis de rester dans une espèce de zone grise. Zone qui me plaît bien, car elle me permet de profiter autant de ma gaijin card, c'est-à-dire qu'on va m'excuser des écarts parce que je suis étranger, et en même temps ça va me permettre de faire la connaissance, de rentrer en connexion avec des côtés et des aspects plus exclusifs du Japon. Et en vérité, mon seul et véritable conseil, c'est vivez le Japon que vous avez envie de vivre, mais vous vraiment, pas le Japon qu'on vous expose sur les réseaux. J'imagine que certaines personnes d'entre vous tombez ou regardez de temps en temps des vidéos de personnes qui vont mettre en avant leur expérience du pays et aussi leur légitimité. J'ai le N1 en japonais, je parle mieux japonais que telle ou telle personne, je vis au Japon depuis tant d'années, j'ai donc plus de légitimité et d'expérience. Mais bon, nous connaissons tous beaucoup de gens qui ont vécu pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui n'ont rien vécu pour autant. Et c'est ça la différence entre vivre longuement et vivre largement. Et pour ma part, je connais des gens qui vivent au Canada, qui parlent aussi bien français qu'anglais et qui n'ont pas d'amis non plus, qui n'ont jamais rien vécu de spécial non plus. Et ça, c'est toujours une piqûre de rappel que je m'efforcerai toujours de faire. Ce n'est pas parce qu'on vit quelque part qu'on est spécial. Ce n'est pas parce que tu parles une langue que tu es spécial. C'est qu'est-ce que tu vas faire de tout ça. C'est qu'est-ce que tu as en toi, en fait. Parce que s'il s'agit seulement de regarder quelqu'un sur les réseaux qui va manger des nouilles et que, genre, super, ma vie est meilleure que la tienne, spectateur, je suis désolé, ce n'est pas du tout mon délire. Et en tout cas, je ne suis pas le public visé. L'expérience et la langue sont certes des points importants, mais ils ne vont pas garantir pour autant que vous allez avoir une expérience plus spéciale que d'autres personnes ici au Japon, ou dans n'importe quel autre pays d'ailleurs. Essayons de rester humbles. En tout cas, pour ma part, j'essaye. Et je me rappelle que pendant une période, je me demandais comment ça se faisait qu'il y avait autant d'expatriés qui parlaient aussi mal japonais au Japon. En tout cas, très très mal. Et quand j'ai commencé à avoir un travail dans une compagnie japonaise, c'est là que j'ai compris que ce n'était pas facile, car certes, on a déjà très peu de temps quand on a une vie professionnelle. Alors une vie professionnelle à la japonaise, c'est d'autant plus demanding, c'est d'autant plus chronophage. Car on oublie souvent que apprendre, qu'il s'agisse de codes sociaux, mais aussi de la langue, on a tendance à oublier que apprendre, et notamment apprendre une langue, c'est un luxe. Ça demande beaucoup d'investissement au niveau du temps et au niveau financier également. Certes, les choses sont différentes parce que maintenant il y a des applications qui permettent de faciliter la tâche, mais je vous l'avoue, rien ne remplacera les bons vieux échanges qu'on peut avoir face à face avec des gens, car une fois encore, il ne s'agit pas que du langage, il s'agit également d'un contexte, d'un environnement, de codes sociaux, de distance sociale aussi, qu'on doit apprendre à avoir, et en fait c'est tout un art, le comportement. Et vous, dites-moi dans les commentaires, de quelle école est-ce que vous pensez faire partie? Est-ce que vous êtes du genre à apprendre les choses sur le tas, avec son lot d'approximations, d'erreurs et de véritable absence de maîtrise de la langue, mais qui vous permettra de vivre votre expérience, de rencontrer des gens, de tomber amoureux, de vous embrouiller, de vous battre même aussi, comme ça m'est très souvent arrivé ici au Japon. Ah non, pardon. Je me suis pas beaucoup battu au Japon, mais j'ai beaucoup vécu de choses, c'est ça que je veux dire. En gros, c'est l'école de la vie. Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir faire vos devoirs, aller en salle de cours, faire vos tests, obtenir un diplôme, bref, l'école classique. Alors pour moi, il n'y a pas une façon d'apprendre qui est meilleure qu'une autre, et il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre d'aimer le Japon. Je ne suis pas un exemple, mon parcours n'est pas du tout un exemple, au même titre que personne n'est un exemple. Ce que je vous invite à faire, c'est éteignez vos écrans, sortez, vivez. Putain, j'ai l'impression de raconter la fin d'Evangelion avec Shinji. Mais en tout cas, c'était le petit message que je voulais vous faire passer. C'est que je pense que dans mon parcours, dans mon apprentissage, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être améliorées. Mais en même temps, jamais, au grand jamais, je reviendrai dessus. Parce que ça m'a permis, et ça me permet toujours de vivre des choses qui sont vraiment enrichissantes. Et que j'aime énormément ma vie au Japon grâce à ça. Et une fois de plus, n'essayez pas de calquer votre expérience de vie sur celle de personnes que vous voyez dans ces écrans ou ce genre de choses. Faites les choses par vous-même, prenez des risques, voilà, parce que comme j'aime souvent le dire, plus c'est accessible, moins c'est magique. Et moi je pense que j'ai essayé de chercher la magie des rencontres, la magie des choses auxquelles on s'attend pas. Voilà. Donc en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et quel serait pour vous le meilleur moyen d'apprendre une langue? Et est-ce que vous comptez aller au Japon, vous installer, ou en tout cas passer une année ou un certain temps? Et comment est-ce que vous envisagez de vivre vos expériences à ce moment-là? Je suis très curieux de le savoir et j'aimerais beaucoup partager avec vous à cet effet. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo du clochard magique. Encore un très grand merci aux personnes qui typent mes vidéos. Voilà, il y en a 4 en ce moment, mais ce n'est pas le nombre qui compte, c'est vraiment la qualité de cette communauté qui est vraiment incroyable, qui est vraiment excellente. Et je vous invite évidemment à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, à liker, c'est bien pour l'algorithme, c'est bien pour mettre le clochard magique un petit peu en avant. Et suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok,
@airforce1 et suivez également Pablo, mon ami qui s'occupe des montages avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont fait part de retours extrêmement positifs par rapport à son montage. Et ben c'est grâce à lui, suivez-le. Il a 2 comptes, Tsog Photographie parce qu'il prend des très belles photos et Tsog Drawing parce qu'il est également illustrateur. Voilà, je vous fais des bisous, c'était le Clochard Magique et on se retrouve tout bientôt pour des billets d'humeur, des moments de vie, en tout cas des moments sympas et toujours avec vous et c'est ça qui rend les choses encore plus sympas. Ciao!